Bienvenue dans Miles and Minds de Runner Stories. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Chloé Herbier, championne d'Europe sur semi-marathon, athlète belge de haut niveau qui s'est imposée sur la scène européenne avec des performances marquantes sur marathon, semi-marathon. T'es une figure montante de l'athlétisme et t'incarnes une génération de coureuses déterminées, inspirantes. Chloé, comment ça va? Je vais bien, je suis actuellement en stage, à Font-Romeu dans les Pyrénées, donc quand on peut allier, le sport et un bel environnement, tout va bien. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques-uns qui écoutent ce podcast mais qui ne te connaîtraient pas encore? Donc je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans, je suis sage-femme, de diplôme. J'ai exercé mon métier pendant 2 ans à temps plein. Ensuite, ça fait maintenant 2 ans que j'ai pu mettre mon métier de côté et exercer ma passion pour l'athlétisme, complètement, sans mon métier à côté. Donc d'où l'ascension dans les performances vraiment, quand, j'ai mis mon métier de côté, j'ai vraiment vu, un nouvel élan et surtout au niveau de la récup. Avant de plonger dans ta carrière, j'aimerais connaître la manière dont tu as commencé le sport dans ta vie, que ce soit par la course à pied ou par autre chose. Alors j'ai toujours aimé le sport, j'étais vraiment une touche à tout. J'ai commencé par la danse, la natation, je suis passée par le jiu-jitsu, le football, le basketball et puis après je suis arrivée, dans l'athlé totalement par hasard. J'allais dormir chez une amie qui faisait de l'athlétisme et donc je me suis retrouvée, à son entraînement. Ça m'a beaucoup plu et depuis, elle a arrêté, mais moi j'ai jamais arrêté. Ce qui est marrant, c'est que c'est assez varié, jiu-jitsu, football, pour au final arriver à l'athlétisme. Tu auras pu tester, plein de choses avant. Exactement, oui. Après le jiu-jitsu, je trouvais ça déjà un peu calme. Je le faisais pour faire plaisir à mon beau-père à l'époque. Le basket, le football, il y avait déjà un peu plus de courses, ça me plaisait déjà un peu mieux. Mais voilà, il faut allier le sport de ballon et vraiment quand j'ai pu lâcher les ballons et juste courir, ben, je me suis dit: «Bah, c'est la révélation, en fait». Et il y avait beaucoup de sport, dans ta famille déjà? Non, vraiment, c'est quelque chose qui, est surprenant. On me demande souvent, «Tes parents faisaient de l'athlétisme? Tes parents faisaient du sport?» En fait, non, pas du tout, je viens pas d'une famille de sportifs à la base. Par contre, une famille qui est très dynamique, qui a toujours travaillé, qui a toujours bougé, fait beaucoup d'activités, mais pas spécialement, de sport. OK. Alors, tu as remporté le marathon d'Eindhoven en 2023 pour ta première participation sur cette distance. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer dans cette épreuve mythique et surtout, aussi jeune? Donc à la base, moi, je viens du, 1500 étant cadet, donc vers, 12-13 ans et puis après, j'ai vraiment pris goût, pour le long, donc 5000, 10 000. Ensuite est venu, les JO de Paris 2024 et donc mon ascension sur le marathon parce que si je voulais participer aux JO, qui est un petit peu un rêve de tous les athlètes et pas tellement un rêve pour moi, mais plutôt un challenge dans lequel, j'avais envie de me lancer. Ma seule chance de participer aux JO, c'était vraiment, d'essayer sur le marathon parce que c'était là où j'avais, la plus grande marge de progression, on va dire. Donc j'ai réalisé un premier marathon en me disant, «Bah, voilà, si je fais vers 2:30, il y a peut-être moyen que je passe au ranking». Parce que dans les grosses compétitions, au niveau de l'athlétisme, il y a possibilité soit de rentrer dans la compétition par le minima réalisé, soit de rentrer dans la compétition via un système de points. Plus tu fais un chrono qui te rapproche du minima, plus tu as des points. Et donc j'ai fait mon premier marathon en 2:27 et les minima étaient à 2:26 et donc je me suis dit: «Ah ouais, là, en fait, je suis très proche du minima» et ça n'a pas suffi pour le ranking parce que les filles couraient tellement vite qu'il fallait que moi aussi je fasse les minima et donc j'ai retenté, un second marathon en février à Séville où là j'ai fait 2:24 donc les minima étaient acquis. Ouais, donc, l'objectif, c'était vraiment, objectif Jeux olympiques. À Séville, comment tu te sens à la fin de cette course quand tu sais que c'est fait quoi, que tu as réussi à te qualifier? Ah ouais, c'est un soulagement énorme parce que le premier marathon, à vrai dire, il y a pas énormément de stress, mis à part le stress de on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais voilà, c'était un 1er challenge, donc il n'aurait pas été déçu si j'avais pas fait ce que j'espérais parce que c'était une nouvelle rencontre avec la distance. Après, quand on arrive sur le second marathon avec déjà un chrono, ben déjà, il faut faire mieux, on a envie de faire mieux et surtout, on pense qu'il y a une chose, c'est se qualifier pour les Jeux et de faire le minima. Donc quand on l'a fait, on est, soulagé et on est fier d'y être arrivé.
Justement, on parle des Jeux. Est-ce que tu peux revenir après sur cette expérience, du marathon olympique? C'est peut-être pas passé comme prévu et toi, ce que tu en retiens maintenant avec, du recul? Donc j'ai eu, cet assaut vers le marathon un peu précipité, que finalement j'ai payé, aux Jeux parce que j'ai fait, 2 marathons, en l'espace de 6 mois pour, tenter d'aller aux Jeux. Je suis arrivée aux Jeux et le corps n'a pas voulu faire un troisième marathon. Il a dit, cette semaine avant, «C'est stop». J'ai eu une fracture de fatigue, au niveau du sacrum, donc j'ai préparé les Jeux pendant 1 mois en aquajogging en me disant, «Ben, voilà, je souhaite avoir cette expérience, je souhaite être sur la ligne de départ et vivre, ce ticket au final que j'ai mérité et que j'ai travaillé pour avoir». Donc maintenant je suis assez, sereine par rapport aux Jeux, mais il y a eu beaucoup de stress et beaucoup de déception, par rapport à au fait que j'ai pas pu préparer les Jeux et que j'ai pas pu les finir. Mais ça reste une expérience dans un village olympique avec des athlètes olympiens, des athlètes, pas spécialement que dans la course à pied, dans tous les sports et ça me donne juste envie de reconquérir un billet olympique et de retenter à nouveau, l'expérience, mais en pouvant les préparer. Si tu avais l'occasion de revenir, est-ce que tu le referais sur marathon? Hem, à vrai dire, la réponse est facile parce que je pense que, les minima sur les autres distances sont trop exigeants et même maintenant sur le marathon, elles sont très exigeantes, mais c'est, la distance sur laquelle j'ai le plus de chances de participer. Maintenant, si je pourrais vraiment choisir et si j'avais vraiment le niveau, pour avoir, le choix entre 5 000, 10 000 marathons, je choisirais le 10 000 parce que c'est vraiment, la distance que je préfère. OK. En avril, là, tu fais, donc championne d'Europe sur semi-marathon à Louvain. Comment tu as préparé cette course? Est-ce que tu l'as préparée différemment, des autres ou au contraire, tu es restée dans ta ligne, directrice? J'ai fait un changement, j'ai été, en stage au Kenya, pendant 1 mois. C'est, une altitude où j'avais jamais testé. J'avais déjà été ici beaucoup de fois à Foromeux qui est à 1 800. J'ai été à Durstrom dans l'Afrique du Sud qui est à 2 100. Ici, j'ai pris le risque d'aller au Kenya parce que j'avais envie de tester et on est plutôt à 2 400, 2 300. Au départ, c'était très dur l'acclimatation. Je me suis un peu posé des questions. Je me suis dit: «Mince, c'est pas trop dur, est-ce que j'ai fait le bon choix?» Mais je savais que je revenais 3 semaines avant, 2 semaines et demie, 3 semaines avant les Europes et donc je prenais pas de risque de revenir juste avant la compétition et que, voilà, j'aurais le temps de récupérer et je pense que c'était un bon choix, je me suis vraiment écoutée au niveau des sensations au Kenya. Essayer de pas trop forcer non plus et de faire plutôt au feeling parce que là-bas, tous les chronos sont adaptés. Finalement, c'était une super expérience et j'en sors vraiment enrichie et la perf était là donc je pense que ça m'a bien servi. En revenant 2 3 semaines, avant la course, est-ce que tu as pas eu peur de rater entre guillemets ton pic de performance après le Kenya? On parle de plusieurs fenêtres en retour d'altitude. Souvent on dit, dans les 2e, à 4e jours, tu as un pic et puis il y a une petite fenêtre où on est un peu moins bien entre 4 et 7 et puis après 10 jours, normalement, c'est d'office bon. J'ai déjà testé plusieurs retours. À chaque fois, je me sentais plus ou moins bien. J'ai déjà couru après 2 jours, après 1 semaine, après 10 jours. Donc je savais que d'office après les 10 jours, normalement, il y aurait pas de souci et les effets de l'altitude, ils persistent au moins, pendant 1 mois. Donc en rentrant vraiment, entre 2 semaines et demie et 3 semaines, l'altitude allait me servir, c'était certain. Tu comptes, retourner du coup au Kenya pour des prochaines courses ou Font-Romeu au final te va très bien? Vraiment, je pense, retourner au Kenya pour en préparer un prochain marathon. Je pense que la prochaine prépa marathon sera au Kenya parce que j'ai vraiment appris que s'entraîner là-bas, c'était vraiment enrichissant au niveau, du bien-être quotidien, du repos, et de la performance et totalement différent avec Fort-Romeu. Fort-Romeu, on s'y sent bien, on se sent chez soi, c'est français, c'est facile, mais l'altitude entre 1 800 et 2 400, il y a quand même une grosse différence. Mmh. Et on entend souvent parler, heu, au Kenya que c'est compliqué de manger, entre guillemets, parce qu'on peut pas manger toujours ce qu'on veut. Est-ce que toi, ça a été compliqué justement cette partie, nutritionnelle ou non? Ah non, moi, c'était vraiment une redécouverte, en fait, je pense que
Les Kenyans ont tout compris, vraiment. Et j'étais au Kyushu Center, donc c'est, le centre de Adidas. Donc c'est pas le Remix parce qu'il y avait plus de place, mais je pense qu'au Remix, on mange aussi très bien. Donc tout est mis en place pour, c'est un buffet déjà, donc on peut choisir. Donc c'est très rare quand il y a pas ce qu'on aime. C'est souvent, le matin, ben, tu as de l'avoine, tu as du pain, tu as des fruits, tu as des œufs, tu as des pancakes. Le midi, tu as, des légumes, tu as des féculents entre le ugali, le riz, les pommes de terre, tu as un peu de tout et en viande, tu as aussi un mix soit, du poulet, soit du poisson, soit de la viande rouge donc vraiment, moi, j'ai super bien mangé, j'ai vraiment apprécié. C'était une très bonne cuisine et je pense que si je retourne, c'est un des facteurs pour lesquels je retournerai dans ce centre-là, c'est, bah, maintenant que je connais que c'est très bon et que c'est, ça me convient, ben, autant retourner dans ce centre-là. Et il y a possibilité aussi de demander au chef, de vraiment adapter, à toi. Par exemple, moi, je bois pas, énormément de lait de vache parce que c'était quand j'ai des problèmes de digestion, donc souvent, je demandais si je pouvais avoir aussi du lait végétal et donc il me permettait de boire aussi mon lait végétal et vraiment une nouvelle expérience. Ouais, donc ça a pas du tout été un problème, c'était assez large en réalité comme choix. Ouais, vraiment assez large. OK. Alors pour rentrer un peu plus dans une partie plus mentale, psychologique, toi, à l'approche d'une compétition, que ce soit internationale ou qui est juste importante pour toi, comment tu gères la pression? Hem Je suis quelqu'un qui gère assez bien la pression, c'est-à-dire, je stresse, j'en ai, mais j'arrive à la transformer en énergie positive. Souvent, j'ai l'adrénaline de, vouloir, prendre la ligne de départ à tout prix et Mmh. je stresse bien sûr comme tous les athlètes avant d'y être, mais une fois que j'y suis et que le coup de start est lancé, ben, c'est parti, le stress est libéré, quoi. Est-ce que tu as certaines routines, des rituels que tu fais avant une course? Pas spécialement, plutôt au niveau des soins. J'ai l'habitude de faire la cryothérapie, 48 à 72 heures avant. J'ai un massage d'office aussi 48 heures avant. Je vois mon ostéo dans la semaine et sinon, non, pas vraiment. Je fais pas vraiment d'exercice respiratoire ou quoi que ce soit, Et que ce soit sur, marathon, semi ou même 10 kilomètres d'ailleurs, quand tu es au milieu de la course, j'imagine que, bah, tu es aussi comme les autres, parfois tu doutes pendant la course. Comment tu vas au-dessus de ce doute? Alors ce doute, il est surtout en marathon parce que dans le marathon, on sait jamais, peu importe, comment la course va se dérouler au final, si on va arriver, à la fin de ces 42 kilomètres ou pas. Donc il y a beaucoup plus de doute dans un marathon et là, moi je me parle beaucoup, je me dis: «Si je suis un peu en doute» ou si je me dis: «Ah là on est au 15e, j'ai déjà dur, il en reste encore, allez, 30, un peu moins de 30. Comment est-ce que je vais faire?» Ben je me dis: «OK, c'est normal, j'ai réalisé autant d'entraînement, je sais qu'à l'entraînement ça s'est bien passé, tu t'es bien entraînée, tu es prête, ça va le faire, allez». Et j'essaye de vraiment trouver, des éléments motivants comme des entraînements qui se sont bien passés ou ce que je vais faire après le marathon, les objectifs et en général, c'est vraiment distraire son cerveau et quand on y arrive, ben, ça passe. Parce que si on s'aligne sur le marathon et qu'on est prêt, normalement, qu'on a bien bossé, ben, le marathon, il passe. Mmh. Il y a aussi une info que peut-être tous les auditeurs n'ont pas, mais ta famille a participé à un jeu télévisé. Hem, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Mmh. C'est assez, ah ouais, je vais vous raconter ça, c'est assez drôle. En fait, donc à la base, je suis sage-femme, je travaille à temps plein et ma progression commence à devenir intéressante. Le niveau atteint, est quand même, pas mal et je pourrais rivaliser avec des athlètes qui sont au final, à haut niveau et qui ne travaillent pas à côté. Donc j'ai quand même pas mal de fatigue parce qu'en tant que sage-femme, on fait beaucoup de nuits et donc je pense vraiment à arrêter de travailler mais il me manque le moyen financier en fait, vivre, de la clé sans avoir de revenus. Un jour, mes parents regardaient la télé, enfin, c'était ma maman, elle voit une émission, passer un jeu, c'est le jeu cache-cache et elle pose sa candidature et elle m'envoie un screenshot. Elle me dit, «J'ai posé ma candidature, on sait jamais, si on gagne, je te finance 1 an, et on essaye que tu ailles au jeu».
Et donc c'est de là, en fait, que tout, s'est emmagasiné. Enfin, il y a eu plein d'étapes, pour, pouvoir être reprises dans les jeux et ils ont été repris. Ils ont joué, donc c'est cache-cache, on cache, je sais plus c'est combien, je pense que c'est, 100 000 € dans la maison et tu as 3 fois 10 minutes pour les retrouver. Ce sont des faux billets bien sûr, mais et après, faut acheter en vrai billet et donc ils ont fait toutes les étapes, ils ont participé et au final, ils ont gagné de l'argent. Pas les 100 000 bien sûr, parce que c'est impossible de tout trouver, mais ils ont gagné assez d'argent pour me financer 1 an et c'est de là que j'ai fait ma qualif olympique, en fait, que j'ai pu arrêter de travailler, que j'ai fait financer par mes parents. J'ai fait ma qualif olympique et c'est seulement quand j'ai eu ma qualif olympique que j'ai été financée, par la fédération belge, en fait. J'allais te demander si ta famille, t'avait toujours supporté dans ce choix. Visiblement oui. C'est même une belle histoire de voir que, bah, toute la famille «s'allie» entre guillemets pour, faire en sorte que tu puisses, continuer, la carrière. Ouais, franchement, c'est incroyable. Donc moi, je viens d'une grande famille. Donc, j'ai ma maman, j'ai mon beau-père, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Ma grande sœur a déjà 2 enfants, donc on est vraiment très soudés et le pote, c'est vraiment, très beau parce que mes frères et sœurs ont cherché l'argent aussi et ils auraient pu dire, «Ah mais nous on veut notre part» et en fait pas du tout, ils m'ont vraiment laissé la totalité de l'argent et aujourd'hui je leur en suis très reconnaissante. D'ailleurs par exemple ici je suis en stage et ils sont en vacances scolaires et je leur ai dit, «Je vous prends vos billets d'avion et vous venez me rejoindre 1 semaine et c'est vos vacances» et c'est important pour moi parce que je n'oublie pas, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et si aujourd'hui je peux me permettre, de vivre, en athlète à temps plein et de partir en stage, c'est grâce à eux donc j'essaye vraiment de leur rendre un petit peu, ce qu'ils m'ont donné comme élan, on va dire. Justement tout à l'heure tu disais que donc tu étais formée en tant que sage-femme, donc métier que tu as stoppé pour te consacrer pleinement à l'athlétisme. J'entendais dans d'autres interviews que tu disais que ça pouvait «t'aider» entre guillemets de travailler en même temps, hem, parce que tu étais habituée à travailler sur la fatigue. Dans quelle mesure ça t'a aidé, d'être complètement dans la course à pied? Sans avoir à penser à autre chose? Quand je suis passée de sage-femme temps plein à plus rien, Ouais. oui, ben, tout surtout au niveau de la récupération, en fait. Le fait d'arriver à l'entraînement sans fatigue, le fait de pouvoir aller, dans les soins kinés, faire des massages, aller à l'ostéo, d'avoir des bonnes nuits de sommeil et pas des très courtes nuits, de pouvoir faire des siestes. J'ai surtout vu la différence, en fait, vraiment au niveau de la récupération et du stress, beaucoup moins de stress parce que quand on gère le boulot et c'est un métier qui est vraiment un métier d'urgence. On sait jamais ce qui va nous arriver, si on va avoir 10 accouchements sur la journée ou rien du tout. Donc c'est plutôt, ouais, beaucoup moins de stress, beaucoup plus de repos et donc c'est ça qui a joué, dans les performances en course à pied. Et penses-tu revenir à la pratique de sage-femme après la carrière sportive ou au contraire tu envisages d'autres voies? Non, je souhaite retourner complètement dans mon métier. C'est un métier que j'adore et que j'ai mis de côté, à contre-cœur, mais parce que je sais que c'est temporaire et parce que je sais que je retrouverai mon métier, dans 1 an ou 2 ans, et que ce sera pour, du long terme. Donc aujourd'hui tu es une athlète, Puma. Comment votre partenariat il s'est mis en place? Alors avec Puma, j'ai eu un contact déjà en 2022. Hem, c'est le manager de Puma qui est venu vers moi, c'était un super contact. J'ai mis, je pense 2 à 3 ans avant de m'élancer parce que tout simplement, je courais en Hoka. Alors j'étais pas du tout, j'ai été sponsorisée par recevoir un peu, des vêtements, des chaussures, mais j'avais pas de financier du tout. Mais, j'ai eu l'habitude de courir en Hoka, donc en propre minimaliste et donc j'ai eu très peur de faire le changement vers Puma qui a un drop déjà un peu plus élevé. J'avais peur de me blesser et donc, j'ai pris énormément de temps à m'adapter un petit peu aux chaussures et finalement, ils ont été tellement patients, tellement gentils avec moi et tellement compréhensifs. Le contrat était très intéressant que j'ai sauté le pas et après Rome, je me suis dit, «C'est bon, il est temps de signer quelque chose d'intéressant et avec laquelle, je me sens bien» et Puma était vraiment, très attentif à moi donc
Maintenant, je suis très contente d'être avec lui. Si je me trompe pas, tu t'entraînes depuis un moment maintenant avec, Thomas, Van Dormel. Comment vous fonctionnez au niveau des séances? Est-ce qu'il prépare chaque séance ou toi aussi tu ajustes selon, tes envies, tes sensations? Alors j'ai travaillé cette année avec, Thomas Vandermael, mais je viens juste, de, de changer d'entraîneur en fait, OK. après ça s'est fait juste avant mon stage au Kenya. Je me suis encore entraînée avec ce que je connaissais, les plans, qu'on avait fait, durant, des années pour ne pas changer complètement avant ce marathon. Mais maintenant, j'ai de nouveaux entraîneurs, enfin je suis encore en découverte de tout cela, c'est encore nouveau pour moi. Sinon, avec Thomas, on avait une relation, assez facile dans le sens où dans la communication, il me disait un petit peu ce qu'il avait prévu, mais j'avais le droit de dire ce qui me plaisait moins. Mais en général, ces séances me convenaient vraiment bien et j'aimais beaucoup les séances. OK, et donc aujourd'hui, c'est le même type de coaching que tu as avec les nouveaux entraîneurs? Alors j'essaye de garder la physiologie dans laquelle j'ai travaillé, oui, parce que c'est, basé sur du long tempo, beaucoup de volume, et j'aime beaucoup en fait. Alors, il y a beaucoup de long tempo et puis après il y a des séances, spé 10 000 sur la piste encore assez rapide. J'ai fait mon orientation de choix d'entraîneur en fonction de comment ils entraînent aussi, si c'était plus ou moins ce que je faisais avant ou pas. Donc je garde la même manière de m'entraîner. Maintenant, je suis vraiment, pas contre la découverte. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais pas du tout double sol ou je fais pas plus de lactate et ça, c'est des choses qui pourraient m'intéresser et avec, ce que je pourrais dire avec les nouveaux entraîneurs. Justement, une semaine d'entraînement classique pour toi, ça ressemble à quoi? Alors on a, je vais reprendre à ce que je connaissais de toutes mes années, parce que là, c'est un peu le changement, mais ça reste quand même plus ou moins la même chose. Donc j'ai, du lundi au dimanche, je double, je dirais 4 fois semaine. Les autres fois, je double aussi une fois en aquajogging pour, la prévention de la blessure. J'ai, une séance vraiment, typique 10 000 sur la piste. J'ai une séance de long, en genre de tempo. Par exemple, ça peut être, 3 fois, 5 kilomètres, comme ça peut être 4 fois 4 kilomètres ou comme ça peut être, 6-5-4-3-2. Ça, c'est plutôt allure, marathon vers allure semi-marathon Mmh. et puis après, j'essaie quand même de mettre une petite séance, soit des sprints en côte, genre, des 6 fois 120, des 6 fois 150 et le dimanche, c'est, la sortie longue entre 24 et 30 kilomètres. OK, et au cours de ta saison, comment tu choisis tes courses? En fonction des objectifs donc, hem, avant on courait un peu, où on avait envie, où les amis allaient. Après quand on arrive à haut niveau, ben, on a des objectifs de championnat ou de performance et donc la saison elle se définit, en fonction de ces objectifs-là. Mais aussi en gardant du plaisir parce que, par exemple, là, ma prochaine compète, c'est, le 10 000 mètres à passer, c'est la coupe d'Europe. J'ai pas spécialement c'est pas un gros objectif de faire la coupe d'Europe, mais c'est un événement que j'ai déjà fait 2 années d'affilée et j'aime vraiment bien et je sais que je prendrai du plaisir. Donc j'ai décidé d'y participer. Maintenant la sélection doit encore être validée, mais normalement ce sera ça. Et puis après, ben, en fonction des championnats, par exemple les mondiaux, ben, il faut faire tel chrono et donc on essaye de courir des courses où il y a de la densité et où il y a des niveaux. Et plus on arrive à haut niveau, plus il faut chercher en fait ces courses-là, parce que, on peut pas faire un 10 000 où ça court en 32-33 alors qu'il faut essayer de faire le 7-32 peut-être. Donc il faut vraiment choisir en fonction de l'intensité et du niveau, oui. Est-ce que c'est important pour toi justement d'évoluer sur différentes, distances? On sait que, par exemple, tu cours aussi sur cross, 10 kilomètres, semi-marathon, c'est important? Oui parce que, bah, disons que si ma destination finale est le marathon et que je veux être performante sur marathon, plus on est rapide sur 10, plus on sera rapide sur marathon. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les crosses, je les fais parce que, j'aime beaucoup, en Belgique, l'ambiance qu'il y a, dans une saison cross. C'est quand même, chouette de se retrouver sur le terrain, encouragé chaque année par les mêmes supporters et que les supporters voient ton évolution.
Et comme on peut lire dans tous les livres, le cross, ou même sur les sites internet, le cross, c'est l'école de vie des athlètes. C'est dur, hein, tu luttes, il y a la boue, il y a les côtes, il y a les virages. Et donc je pense que le cross, c'est vraiment bien, pour être prête pour la piste. Après, là, je vais retourner sur 5 000, 10 000 parce que je sens que j'ai encore les capacités d'évoluer sur ces 2 distances-là. Et plus je serai rapide sur 5 000, 10 000, plus je serai rapide sur 5 000, plus je serai rapide sur le marathon. Donc je garde cette large, variété au niveau des distances parce que je pense qu'il y a encore une marge de progression. Tandis que si on va sur 1500, 3000, ben là, je pense que je vais être limitée par ma vitesse, ça sert à rien. Et puis faut pas tout faire non plus parce que, je l'ai appris avec ma blessure, si on veut faire cross, saison piste, saison route, ben le corps il craint. Donc on va dire cross oui, piste oui, route oui, mais alors il faut pas courir tout le temps, il faut peut-être choisir 2, 3 compétitions importantes et faire l'impasse sur les autres. Après les courses, toi, tu prends des semaines de repos? Alors dans mes habitudes, je prends pas énormément de repos. Je coupe un peu après la saison cross et je coupe un peu après la saison piste. Maintenant là, avec les nouveaux coachs, je pense ils m'ont fait comprendre aussi que c'était important et psychologiquement et physiquement de prendre un peu plus de repos. Donc par exemple, là, après mon semi, j'ai pris 5 jours vraiment, sans courir Mmh. et ça m'a fait un bien fou et là, je repars un stage et on est reparti vers de nouveaux objectifs et bien de faire un semi, c'est pas en 5 jours que je vais battre mon niveau et ça, c'est important, d'en être consciente et de s'octroyer du coup pas en pensant, «Oh mes performances vont diminuer». Non, je pense qu'en 5 jours, il y a rien qui est perdu. Est-ce que toi, tu as des athlètes, alors que ce soit dans l'athlétisme ou dans d'autres sports, des figures qui t'ont particulièrement inspiré, toi, pour ta carrière? J'ai pas d'idole, sportive, mais par contre, oui, j'ai, des rencontres qui m'ont vraiment touchée et dont je me suis servie pour, m'inspirer, pour évoluer aussi. J'ai passé pas mal de temps avec Jimmy Gressier en stage. J'ai côtoyé un petit peu Luigi Lavert, Aude Clavier, la copine de Jimmy, heu, Sarah Madeleine que j'ai côtoyée aussi un petit peu en stage et c'est des figures un peu, ouais, qui ont, vraiment, la niaque et l'envie de la performance, mais tout dans la simplicité. Ils sont très abordables, très gentils, beaucoup d'humour et donc c'est plus, partager du temps avec les personnes comme ça qui font que ça t'inspire pour la suite. Et par Jeune Mals aussi, au niveau belge. Ouais. Oui, tu es aussi lié, à la scène, belge, j'imagine? Oui. Est-ce que tu as des partenaires d'entraînement avec qui tu cours souvent, peut-être justement de la team Puma? Non, pas du Non, tout, pas vraiment. non, pour le moment, je suis vraiment pas mal seule. J'ai l'impression que les athlètes sur le mi-fond, ils ont du mal à trouver des partenaires d'entraînement, surtout chez les filles. Chez les garçons, on retrouve, des groupes d'entraînement énormes. Chez les filles, c'est un peu plus compliqué, je pense. Maintenant, je suis toujours ouverte à partager dans l'entraînement, donc en stage, on se retrouve parfois à pouvoir faire des séances ensemble, avec, d'autres athlètes. Et depuis le début de ta pratique, est-ce que tu as plus été justement habitué à, du coup, courir seul? Avec la musique, par Hem, exemple? hem, j'étais dans mon groupe d'entraînement, je m'entraînais avec les jeunes. En fait, c'était parfait parce que ce sont des jeunes, mais ce sont des garçons et donc sur le tempo, on avait, quasiment le même niveau, donc on faisait pas mal ensemble. Sur la piste, ils allaient un peu plus vite, mais je pouvais grappiller, des 400, ils faisaient des 600, donc c'était pas mal. Sinon, dans toutes les endurances, en général, je cours seule et ouais, avec la musique. Mmh. OK. Parmi toutes les courses que tu as pu faire, laquelle t'a marqué le plus, que ce soit physiquement ou émotionnellement? Je dirais mon marathon à Séville, ma qualif olympique. Ouais. Maintenant que je viens de faire le semi aux Europes, ça joue un petit peu. C'est pas la même chose, c'est 2 émotions, totalement différentes, mais par contre qui ont été, très hautes, quoi. J'imagine bien. On s'approche de la fin du podcast, mais avant de s'atteler à mes dernières questions, on a déjà la question des followers avec Mathis qui demande, tu cours en cross, marathon, semi, comment gères-tu mentalement et physiquement cette adaptation à des formats aussi exigeants et différents? Alors c'est vrai que c'est différent, mais ça reste sur de la même préparation, c'est-à-dire du long. Donc déjà,
avoir cette capacité mentale de faire abstraction, du temps ou, des kilomètres. En cross, c'est assez amusant parce qu'il faut prendre ça un peu comme un jeu. On court pas tout seul devant, on court avec nos adversaires. Donc souvent, on court en peloton ou, on se détache un peu du peloton à 2 à 3 et puis on essaye de gagner et de fatiguer son adversaire, donc c'est plus comme un jeu. Un 10 000, c'est 25 tours de piste, donc ça, c'est assez long. Souvent, on est à la recherche d'un chrono plutôt que de la gagne parce que c'est ce qu'on recherche, avoir le meilleur temps possible. Hem, sur un 10 000, moi, j'aime beaucoup parce que j'arrive à faire abstraction de quelques tours. Je me mets un peu en auto-hypnose comme ça et c'est une sensation de surf et j'adore cette sensation de surf. Mais il faut être bien préparé, il faut avoir fait le taf avant à l'entraînement, ça, c'est sûr. Marathon, c'est encore autre chose, c'est plutôt, ouais, il faut vraiment arriver à pas être trop nerveux, il faut pas être trop stressé, il faut à contrôler son corps et à se dire qu'on est capable d'y arriver, donc ça reste des longues distances. Je dirais que le cross, c'est plus un jeu. Le 10 000, on est déjà dans quelque chose où il faut, faire abstraction, mais ça reste un 10 000. La course, elle commence à 6, il reste 4 kilomètres et un marathon, c'est là le gros challenge, quoi. Ouais, c'est vraiment, capacité mentale importante, quoi. Toi, comment tu appréhendes, et divises un marathon? Est-ce que tu te dis, «Bon OK, c'est 2 semis» ou est-ce que tu te dis, «C'est 4 10 kilomètres et un 2 qu'est-ce que tu te dis? Alors souvent, je fais de 0 à 10 directement. Comme ça, j'ai mon chrono au 10 et un chrono au 10, maman qui vient de 10 000, ça me parle un petit peu et j'ai un petit peu une référence, quoi. OK. Puis du 10, je vais je sais qu'au 15, il y a un petit truc qui se joue parce qu'on se dit: «C'est quand même dur», mais on n'est même pas à la moitié. Donc au 15, il faut vraiment, se motiver mentalement à se dire, «Ouais, c'est normal, c'est la passe où, c'est un peu dur, mais ça va aller». Et puis en fait, on arrive vite au semi et au semi là, on a le chrono, donc souvent c'est un bon indicateur. Et puis après, moi, je vais jusqu'au 30 parce que le 30, on se dit, «Ah, il y a le mur, est-ce que je vais l'avoir? Je vais pas l'avoir». Et puis quand on arrive au allez 35-37 là, on se dit, soit on est bien et ça va, c'est bon, on se dit: «Allez, on va le finir» et l'adrénaline commence à monter et puis on se rapproche de la fin. Donc je dirais du 10, 15, 21 et puis 35-37. OK. Et au niveau du justement, tu parles du mur, toi, est-ce que tu l'as beaucoup pris? Bon, tu pas fait énormément de marathons, mais est-ce que quand ce que tu as fait, tu l'as pris ou non, tu as réussi avec la nutrition et autres, à passer outre? Mon premier marathon, je l'ai pris, mais plutôt au 33-34, pas au 30. Et deuxième marathon, non, pas du tout, donc il est possible de pas prendre le mur. Ouais, OK. Et tu dirais que c'est justement grâce à quoi? Mon premier marathon, je l'ai pris parce que justement, j'avais pas assez d'alimentation dans mon marathon. 2e marathon, j'avais plus et donc c'est certainement ça qui m'a fait que j'étais mieux. Mais je pense que le mur est une question vraiment plutôt de ravitaillement, Mmh. Toi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans la course à pied et qui voudrait évoluer sur, les mêmes distances? Hem, je pense que le plus important, c'est la base et la base, c'est un bon volume. C'est savoir courir tous les jours et pas nécessairement dans l'intensité tout le temps. Vraiment, se f créer une petite base et puis après venir mettre un petit peu d'intensité là-dessus, mais pas à l'inverse faire, «Ah ben je cours mais à chaque fois que je cours, je suis à fond et puis après je suis mort». Non, c'est vraiment, courir en aisance, courir parce qu'on aime, courir, si on est en aisance, le lendemain, on a envie d'y retourner. Si on n'est pas en aisance, le lendemain, on n'a pas spécialement envie d'y retourner. Et puis la progression, elle vient très vite quand on commence, donc ça, c'est génial. On se voit vite passer, aller d'un footing, de je prends un vraiment un débutant, de 5 kilomètres à un footing de 8 kilomètres et la semaine d'après, un footing de 10 kilomètres, donc l'évolution, elle est tellement, quand même assez rapide en course à pied qu'il faut faire, ouais, prendre du plaisir, s'écouter et vraiment, d'abord la base, c'est l'endurance. OK. Pour la suite de la saison, toi, quels sont tes projets? Alors moi, j'aimerais bien faire une saison 5 000, 10 000, plutôt 10 000, mais comme on sait, on court pas des 10 000, tous les week-ends, donc plutôt des 5 000 dans la préparation, de 2-3 courses à 10 000.
J'aimerais bien essayer de me placer dans le ranking pour les 10 000 mètres pour les mondiaux, mais non, c'est très compliqué. Au niveau des minima, c'est trop dur, c'est 30 minutes et 20 secondes, c'est vraiment, très rapide et je pense que pour le moment, il y en a 7 qui les ont fait. Sinon le reste, le trafic en ranking, ils en reprennent 27 donc les places sont très, très limitées donc je me dis: «Voilà, de toute façon, je voulais faire une saison 10 000 donc autant essayer, si ça passe pas, il y a pas de souci». Alors je m'orienterai vers le marathon. Soit le marathon des mondiaux si ma fédé, me permet d'y aller. Ça, c'est pas encore, terminé les qualifs. Soit vers le marathon de Valence pour avoir un marathon rapide. OK. Bon, en tout cas, on espère que la suite de la saison se passe aussi bien que le début, aussi le semi de Cannes où tu avais performé. On croise les doigts. C'est super gentil. Merci beaucoup. Dernière question que j'aime beaucoup poser. Si tu devais résumer la course à pied en une phrase, un mot, tu as le droit de dépasser bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Liberté. Ouais. Ouais, vraiment, quand on court, on se sent libre. C'est pour ça qu'il faut s'écouter aussi parce que si on court à fond et qu'on n'est pas bien, on se sent pas libre du tout. On a l'impression, qu'on est essoufflé, qu'on a mal aux jambes, qu'on par contre, si on s'écoute complètement, ben, courir, en fait, c'est une très belle sensation. Est-ce qu'il y a un endroit vers lequel tu aimerais rediriger nos auditeurs, que ce soit un compte Insta, une chaîne YouTube, peu importe? Moi, j'ai pas du tout de chaîne YouTube, je suis sur Instagram, c'est, chloé.herbiel si on on voulait voir un peu mon profil. Hem, Sinon, j'ai même pas de routine où j'écoute tout le temps le même podcast où je regarde vraiment les mêmes vidéos, non, pas vraiment, donc Ça marche. voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'était super intéressant de pouvoir en apprendre plus sur ton approche de l'entraînement et sur, comment tu es arrivé sur, marathon. On n'apprend jamais mieux qu'en parlant directement avec la personne, donc merci beaucoup. Avec plaisir, merci aussi.